pregunta que yo quisiera hacerle es ¿cuál es su nombre? En Europa el ministro era Klaus Barbie. Señor Barbie, ¿usted participó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, participé en la Segunda Guerra Mundial. ¿No se arrepiente de nada lo que haya hecho en su vida? En el fondo, ya había errores, pero el hombre tiene que tener una línea, ¿no? Quiere decir que usted tiene una línea. Tengo. ¿Es la misma que adoptó cuando era joven? No, yo me refiero a la línea, al carácter. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos gouvernements nous avaient dit que le fascisme était vaincu et que tous les criminels de guerre seraient punis pour leurs crimes. Mais aucune de ces déclarations ne s'est révélée vraie. Secrètement, nos dirigeants, à coups d'arrangements moraux hypocrites, ont utilisé les fascistes et les criminels de guerre pour combattre la menace communiste et finalement façonner notre monde actuel. La face la plus obscure de ce sombre projet a été l'utilisation et la protection d'hommes dont la spécialité n'était autre que la traque et la destruction d'êtres humains. Klaus Barbie était l'un d'eux. Ce film raconte son histoire secrète et montre comment, avec l'aide des pouvoirs occidentaux, il a pu exporter son savoir-faire très spécial et son implacable idéologie d'Europe en Amérique latine, où il rêvait de faire à nouveau flotter la croix gammée en instituant un quatrième Reich dans les Andes. I don't think Barbie was destined to be an evil monster from the word go at all. He was a poor boy. His father was a village schoolmaster, ferocious disciplinarian, eventually drank too much, a lot of pain from a war wound. He suffered as a boy from big lack of self-esteem. He wanted to matter and have something to, a secret to respect himself by. He was the sort of person, like millions of others, who were ready to be just overthrown by the Nazi movement. His wish to be important came out when he was still really a schoolboy. He was employed as a petty agent to spy on his school comrades by the Nazi organization in 1933 already. I think his capacity for being cruel, brutal, his desire to master and exploit other human beings, and his study of the techniques for doing this, I think this is a kind of trade he learned. I don't think he was more anti-Semitic than people in his background. There was a Jewish population in Trier. He would have known a lot of Jews. He would have known the chief rabbi, Altman, when he went by in the street. And of course, many, many years later, when the rabbi had been long dead in the Auschwitz gas chambers, Klaus Barbie stole his name as his first alias. Dès la fin de ses études, Barbie rejoint le SD, le service de renseignement SS. Il se spécialise dans les méthodes d'interrogatoire et le contre-terrorisme. Il passe pour un national-socialiste fervent. Au début de la guerre, il est envoyé en Hollande, où il excelle dans la traque des Juifs, avant de rejoindre la ville dont le nom demeurera pour toujours associé au sien, Lyon. En 1942, Lyon est le centre de la résistance française. La tâche de Barbie est de les débusquer par tous les moyens.
How do you feel about being the daughter of a man who's described as the butcher of Lyon? What does that mean to you? We never came to know why he was called butcher. Well, because they say he was a great torturer. Yes, but who invented that? I tried to discover it. Well, his victims, presumably. And by the way, the butchers in Lyon are very upset because it's an honorable profession, isn't it? They are. Il avait la section 4 du SD de Lyon, dont la spécialité était les délits politiques. Donc il était chargé de la lutte contre les terroristes, puisque c'est le terme que eux employaient à l'époque, donc contre la résistance. C'est ici, au cours de longs interrogatoires, que le goût de Barbie pour l'extrême violence apparaît pour la première fois. Barbie m'a toujours reposé ces questions. À quel mouvement vous appartenez? Combien vous êtes? Là, qui est votre chef? etc. Je ne suis pas, je ne sais pas. Il y a un des interrogatoires. Là, Barbie était là avec une pince. Et chaque fois, elle me posait une question. Vous ne voulez pas nous répondre? Et il me cassait une dent. He had an endearing trick of holding my hand, and there was a wound here. There was a little piece of sinew or tendon, and he used to just twiddle that to hurt me. And as the interrogation proceeded, then he would squeeze my fractured shoulder. Hard? Hard, yes, to make me scream. And then with a truncheon, he would just hit me over the head, not to break my skull, but just to numb me, you know. And, well, I mean, say, that is the treatment I received for 3 months. Alors quand on est arrivé, bon, aussitôt, le petit bonhomme, Barbie, sautait sur mon père, il l'a fouillé, et mon père s'est pas démonté, il s'est assis, et puis alors il a pris ses enfants sur ses genoux. Et à un certain moment, il s'est mis en colère, il a dit « Si tu nous dis pas où est Joe, tu seras fusillé ». Et puis il a sorti un revolver à l'époque. Comment ça peut être un homme qui dit ça quand un père a 2 petits-enfants sur les genoux? Alors vous me demandez comment il était Barbie, ben c'était un sauvage, c'était un assassin. People would sort of recover consciousness and then find this guy standing over them, flicking his riding crop against his boots in the classic sort of filmic Nazi way. But he was rather like that. He was an ironic man. Il m'a dit, Sie sind ein dreckigen Juden, vous êtes un sale juif. Ben, puisque vous ne voulez pas parler, vous serez envoyé dans les mines de sel. Et voilà comment, avec ma femme et quelques autres, nous avons été envoyés à Drancy et déportés dans un des convois de 1000 et quelques, là à Auschwitz. People believe that 10,000 Jews were taken under his orders to the death camps with the help of, pity to say, a great many French people. Deux épisodes en particulier permettront à Barbie d'entrer dans l'histoire de l'infamie française. Le premier est l'arrestation et la torture, qui entraînera la mort de Jean Moulin, chef de la résistance. Personne ne sait vraiment qui a trahi Moulin, mais un homme, René Hardy, est soupçonné d'avoir craqué sous la torture et conduit les Allemands à son chef. On voulait empêcher un peu la prise du pouvoir sur l'armée secrète par les communistes. Toute la résistance, tout l'état-major était noyauté, tous les secrétaires de Moulin étaient tous plus ou moins cocos. Monsieur Fuchs, vous avez été l'interprète de Klaus Barbie à Lyon
pendant 2 ans, de 1942 à 1944. Est-ce que vous avez assisté à des séances de torture? J'ai vu torturer quelques-unes. Par Klaus Barbie personnellement? C'est cela. Notamment le résistant Moulin? Moulin, oui. Et vous affirmez que c'est donc Klaus Barbie qui l'a tué? Oui. Et vous l'avez vu, cela? Ça, c'est sûr, oui. Il l'a traîné par le pied de ses escaliers et à la cave. Et ça, vous l'avez vu? Comment? He died not in my hands. I have given him Paris to the headquarters, the SS headquarters, and I take him to Paris. And many years after, and 64, I have reached that he has died on the way from Paris to Frankfurt. Après la guerre, Moulin devient un héros national. Et pratiquement chaque ville ou village de France a une rue ou une place à son nom. Jean Moulin was erected into this eminent figure by de Gaulle. Moulin was reburied in the Pantheon in the 60s when de Gaulle was president of the Republic in another one of these grand gestures to give the French once more a sense of the grandeur of their history and of the importance of the resistance. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Mais l'événement qui achève d'asseoir la notoriété de Barbie est sa responsabilité dans l'arrestation et la déportation de 44 enfants juifs d'un orphelinat des montagnes lyonnaises dans un petit village nommé Isieux. Mes petites sœurs étaient placées à Isieux, Monique dans une pouponnière. Un an après, j'avais acheté un journal qui s'appelait Combat. J'ai vu dans ce journal un encadrement. Oui, il disait que les enfants d'Isieux... « 44 enfants d'Isieux étaient exterminés. » Of course, resistance also were in a way innocent, but they were acting against the German power. But children were acting against nobody. So Barbie was the only one who sent Gestapo men to arrest the children. Les troupes françaises du général Delattre de Tassigny, remontant la vallée du Rhône, vont entrer dans Lyon. Selon certaines sources, Barbie serait resté à Lyon jusqu'à la libération de la ville par les Alliés, exécutant traîtres et juifs. Même après la chute de Berlin, alors que l'armée allemande est totalement défaite, une fraction de nazis jusqu'aux boutistes refuse d'admettre que c'est la fin. Barbie est de cela. Il prend plusieurs fausses identités et s'enfuit, espérant que la lutte pour l'idéologie à laquelle il croit pourra se poursuivre d'une façon ou d'une autre. In a way, one could almost not do anything wrong in Germany at that time. It was chaos, confusion, corruption. For example, in northern Germany, there were gangs of displaced persons, deserters from various armies, Russian, English, American, who would hijack trains and ship them down to Italy. When I was a regional commander in Bremen,
I heard about Barbie because he had escaped arrest by the CIC in Marburg. So we were told to be on the lookout for him. He was operating as Klaus Becker, but he was identified by an associate from the SS, and he was arrested. The arresting officer put him in the Jeep and drove off to his office to interrogate him, and he jumped out of the car. The agent pulled his gun and shot at him, but only hit him in the finger, and he escaped. He was helping to organize an underground SS organization, very much as described by Frederick Forsyth in the Odessa file. He went on to Hamburg, and he was captured there by the British, who said, "We are not Americans. You won't get away from us." He had 2 people with him, and they were each put in separate cells. Within 3 days, they had all escaped from the British in Hamburg. So he was an escape artist, no question about it. L'entente cordiale entre les Soviétiques et leurs alliés anglais, français et américains ne dure pas longtemps. À peine quelques mois après la guerre, de telles scènes de fraternité deviennent inconcevables avec le début de la guerre froide. C'est ce nouveau climat d'anticommunisme qui offre à Barbie et ses acolytes l'occasion qu'ils attendent. Les Alliés appliquent le vieil adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Dans les bas-fonds détruits de l'Allemagne vaincue, ils établissent des contacts avec des nazis non repentis afin de mener leur guerre clandestine contre les communistes. There was never any shortage, particularly within the US military, of people who saw Soviet communism as a threat to civilization itself. Prior to the war, some of them have seen Soviet communism as more dangerous than German Nazism and favored aligning with Nazism. People who knew the most about German communists were the SS, who had been coping with them even before World War II. The use of Nazis was a key part of the U.S. strategy of fighting the Cold War. It was not an overt strategy, and that's, I think, one of the very troubling parts about it, aside from the moral issue, is that this was done in secret. I had a man that I was working closely with, Kurt Merck, former captain German Army intelligence. Merck told me pretty much who Barbie was, and he warned me about the probability that he was on the Crowcast register. He warned me that he was arrestable and left it up to me. Why did you feel that it was worth taking that risk? The information he could supply. L'agent a trouvé Barbie honnête, tant intellectuellement que personnellement, écrit Taylor. Sans aucune peur ni nervosité, c'est un anticommuniste forcené et un idéaliste nazi persuadé que ses convictions et son intégrité ont été trahies par les nazis au pouvoir. Well, they admired him. His officers admired him. He was an idealist, he was tough, he was strong, he didn't, he knows to interrogate. I'm sorry we cannot do the same things he did in France. He cannot do now, but still he is very efficient, I don't really think he was a sadist. I think he just did whatever he had to do. He was very proud of his ability to interrogate people, and he knew how to do it, and he used whatever force was necessary. Pendant plus de 4 ans, Barbie est employé par le CIC, les services de renseignement militaires américains. Il reçoit un salaire généreux et une grande villa. Son réseau d'informateurs couvre toute l'Europe. Mais il est particulièrement apprécié pour ses informations sur le Parti communiste français qu'il tient de ses anciens informateurs de guerre. Beaucoup ont conservé des postes stratégiques et il peut faire pression sur eux. The Americans knew that Barbie had been an SS official in Lyon. They did not know until later, 2 years later, that he was wanted for war crimes by the French. Bullshit. Yes, this is a fair description of that claim. Why? It's because Barbie's role in the murder of Jean Moulin had been front-page news in French newspapers for the previous 2 years. The claim that the CIC as an institution
most particularly the parts of the CIC that were interested in French Communist Party, were not reading the French Communist Party newspapers, is a transparently false claim. In 1948, I was a special agent with CIC, that's our counterintelligence corps in occupied Germany. I was stationed in Augsburg, and as such, since I spoke fluent German, I was assigned to handle a network of German informants. Among them was Klaus Barbie. And Klaus Barbie was later on, I discovered that he was wanted for murder by the French, and that I reported this to my superiors, and they told me to keep nice and quiet. He's still valuable. When he's no longer valuable, we'll turn him over to the French. I thought that I was going to get a promotion when I told them about Barbie, and they told me to keep quiet. There was the idea that the ends justify the means, but that's, of course, a Nazi idea and a totalitarian idea. Secondly, the idea was, well, the Nazis knew something about the Russians. Well, wait a minute. Who won the war? I mean, how do you decide that they were all of a sudden experts when they were defeated by the Russians? Barbie ne travaille pas seulement pour les services de renseignement américains, mais aussi pour cet homme, le mystérieux Reinhard Gehlen, futur chef du BND, des services secrets d'Allemagne de l'Ouest. Reinhard Gehlen was chief of German military intelligence on the Eastern Front during World War II. During the invasion of the USSR, the Nazi forces, the Blitzkrieg, captured hundreds of thousands of Soviet POWs, and they put them in these camps where they were systematically starved to death. Gehlen's guys went to the camps to interrogate these prisoners. If the prisoners cooperated, maybe they got a little bit of food. If they didn't cooperate, they starved to death. Something on the order of 7 million people died in these camps. So Gehlen was a scientist of atrocity. After the war, Gehlen was recruited by U.S. intelligence, and most particularly by Allen Dulles, who eventually became the director of the CIA. We've been able to identify at least 100 war criminals who are part of his network. The other problem is that the Nazi war criminals had an agenda. The more they inflated the Russian threat, the more you needed them, because they were, quote unquote, the experts. He portrayed what was going on in Eastern Europe after 1945 as though the Red Army of 1945 still existed and was still pursuing the same goal of overrunning all of Germany and eventually all of France, all of Italy, and the rest of Western Europe, and thereby conquering the world. One of the things that this led to was a series of dramatic conflicts in 1948 and 1949 that eventually led to the permanent breaking of any notion of US-Soviet cooperation. La mission principale de Barbie pour l'organisation de Gehlen est de recruter d'anciens SS et d'anciens SD afin de composer un groupe paramilitaire secret, et ce avec le soutien total des puissances alliées. I remember him taking me to one particular spot, which we uncovered and dug it out, and there were rifles, small arms, grenades, all nicely wrapped in cosmoline, and he said, we have thousands of these all over the country. And that sort of made me a little suspicious, and I reported this, and they said, well, we know this. They're all working for us in case the communists come across the Iron Curtain. The stay-behind armies, which were created after World War II, were secret anti-communist paramilitary formations that were hidden from democratic governments. Klaus Barbie was one of the organizers of the German stay-behind. He was instrumental in recruiting other Nazis. That was part of a CIA operation. And the stay-behind armies were supposed to theoretically prepare for a Soviet invasion of Western Europe. However, there was an even more secret element to their function, which was to prevent the left from coming to power electorally.
When you provide weapons to Nazi war criminals, it's a very dangerous thing to do, and that's what the U.S. government did. How many, you know, who they were, what's happened to those weapons now? Are they still around? I don't know the answer to that. So a lot of evidence has come out, for example, in Italy, in Greece, in Germany, and various countries where the stay-behind armies were involved in destabilizing democratic organizations, unions, carrying out paramilitary kind of shock action. Chose incroyable, les cellules Stay Behind que Barbie aide à mettre en place continueront d'opérer jusqu'au début des années 90. Elles seront liées à nombre d'actes terroristes parmi les plus meurtriers de l'Europe d'après-guerre, qui feront partie d'une stratégie pour décrédibiliser et déstabiliser la gauche. On ne sait pas vraiment jusqu'où la CIA a fermé les yeux sur ces opérations. Retour en 1948. La paisible existence de Barbie est brusquement perturbée. Les Français préparent le procès de René Hardy, dénonciateur de Jean Moulin, et veulent que Barbie en soit le témoin vedette. Bizarrement, ils ne semblent pas vouloir juger Barbie pour crime de guerre. They knew that Barbie was working for the Americans. The Americans acknowledged that to the French. The French said, will you send him to Paris so he can testify? And the Americans said, no. Would you like to come to Stuttgart and you can talk to him there? Agent John Wilm says the French agents were furious at Barbie. They even said, you'll never leave this room alive, and they swore at him and pounded the table and shook the chairs and made all kinds of commotion and threat, but he felt rather secure that he was in U.S. custody and that he wasn't going to be turned over to the French. Their questions of him dealt entirely with the matter of René Hardy. There was never any interrogation about what Barbie himself had done. And there's a number of reasons one could speculate as to why that's true. The French never bothered to make an official application for Barbie. They didn't make any effort. The assumption that we made was that they really didn't want him. They were just going through motions. Barbie had recruited 2 senior French politicians. The guys were famous after World War II. They were secretly Barbie's informants during the war. So 2 of the most senior people in France were traitors. Henri Lebrun and Francois Poncet. Poncet was the French High Commissioner of Germany. Germany was run like a pool of Allied commissioners, if you will. The French representative was Klaus Barbie's informant. So all the requests for Klaus Barbie that came up to the High Commission were quietly rerouted. Mais le procès Hardy soulève un tollé général en France, où l'on exige que Barbie, le boucher de Lyon, soit recherché et jugé. C'est ainsi que pour la première fois, le gouvernement français exige des Américains qu'ils le livrent. He did advise the CIC and train them, and he got to know the CIC as well as anybody in that unit in Augsburg. And that was why we were reluctant to have him go back to the French. What do you mean he trained them? What did he train them in? Techniques, how to solve problems and how to get things done. He was a very clever man, and he'd had a lot of experience in France. Les archives du renseignement américain montrent que les supérieurs de Barbie ne croient pas aux accusations des Français et décident de protéger leur homme à tout prix. Mais les pressions augmentant, la situation devient intenable et le CIC décide que la seule solution est de cacher Barbie dans un endroit où la justice française ne le retrouvera jamais. That's when the army decided to put him in the so-called rat line. Le réseau Ratline a été créé par un groupe de prêtres de droite du Vatican. Avec l'accord tacite de la papauté, ils usent de leur position pour sortir clandestinement les catholiques anticommunistes de l'Europe d'après-guerre. Parmi les criminels de guerre qu'ils aident se trouve le docteur d'Auschwitz, Joseph Mengele, et l'organisateur de la solution finale, Adolf Eichmann. Le chef de l'opération est le père Draganovich, prêtre
croate fasciste qui entretient d'excellentes relations avec les services de renseignements américains et qui, de temps en temps, en échange de fortes sommes d'argent, les aide à se délester de certains atouts qui devenaient gênants. Draganović obtient des papiers de la Croix-Rouge et des visas pour Barbie et sa famille au nom de Altman. Et au début de 1951, ils embarquent à Gênes pour une nouvelle vie en Amérique latine. On raconte que les derniers mots du père Draganović à Barbie furent « Si nous avons besoin encore de vous, nous vous contacterons ». He found a place that received him well. The government was conservative at that time. You know, there were several ex-Nazis or Nazi sympathizers who lived here in Bolivia. There was a large German community. Una de las primeras impresiones que sintió al salir del hotel, recién llegado, es ver desfiles del grupo falangista que había en Bolivia y que hacían el saludo nazi, ¿no? As far as I know, he even arrived here with a Jewish name. Altman has a German Jewish sound to it. As I understand, he even dealt in businesses with other Jewish people who lived here. So he mingled with Jewish folks who ignored that he was one of those Nazis. Su primer trabajo fue a la región de los Yungas, en el sector de Chulumani. Ahí tenían unos judíos un aserradero. Él fue contratado como administrador allá. You have two factors which Barbie's not very keen on. He's working for a Jew and he's working with people he regards as inferior Indians. And by the account of his friends in La Paz, he behaves impeccably and keeps his political views to himself and teaches the Indians to wash and that kind of thing. Cuando ganó bastante ya de dinero, entonces él llegó a hacerse dueño del aserradero y estos señores de origen judío vendieron el negocio y se fueron. En la segunda mitad de la década de los 50, él decidió que su lucha no había concluido y decidió naturalizarse boliviano y empezó a hacer un acercamiento muy sistemático a los oficiales militares bolivianos. Nos hicimos amigos con él, conversábamos bastante, porque su casa quedaba en diagonal a mi casa en Copacabana, en un lugar casi desierto. Ahí él estaba con su señora, tenía un hijo menor, que era el que los acompañaba. Él hacía una vida normal. Barbie empieza a participar directamente con las Fuerzas Armadas, una parte de las Fuerzas Armadas, en el quehacer político de mi país. After months of turbulence, after a revolution that brought a bitter and bloody gun battle to this very plaza, a military junta has now taken over control of Bolivia's government offices behind me. The strongman of the new junta is the president, a U.S.-trained Air Force General René Barrientos. De ese periodo datan una especie de reconexión de la CIA con Klaus Barbie. Den Kontakt zwischen, was ich also genau weiß, damals zwischen Barrientos und amerikanischen Geheimdienststellen, das hatte er damals, diese Brücke hatte er meistens gebaut. O sea que había una lucha no más ideológica contra el extremismo. Entonces, en esa etapa fue que prepara su guerrilla el Che Guevara. La bestialidad imperialista. Bestialidad
que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. El año 66 llega a Bolivia Ernesto Che Guevara. Y Ernesto Che Guevara estaba desaparecido desde el año 65. Y bueno, pues un ejército de profesionales de la CIA en todo el mundo estaban tratando de localizar a Ernesto Che Guevara. Era seguramente el hombre más buscado del planeta en ese momento. Just how long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, you know, working all over, especially in Latin America and Southeast Asia and down through that way. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of it. But here, I guess his luck run out. Hubo una reunión con Major Shelton, el instructor del comando que vino de Estados Unidos. Indudablemente Altman dio algunas ideas cómo se podía combatir a esta guerrilla. Er selbst hat sich immer gerühmt, ich kann es nicht belegen, dass er der entscheidende Mann war, der Che Guevara, dass er die Strategie entworfen hat. Existían los antecedentes de ese trabajo que él había realizado durante la Segunda Guerra Mundial, entonces pienso que aprovechaban también de esas experiencias. Alguna vez Altman comentó, este pobre individuo no hubiera llegado ni a cabo durante la guerra si es que él hubiera participado, ¿no? Era un triste aventurero, no es como lo magnifica la prensa, al extremo de que lo han convertido en un mito, en un personaje, pero en el fondo, ¿qué ha hecho este caballero? No ha hecho absolutamente nada. Selon ce document de la CIA, Barbie Altman aide aussi le général Barrientos dans la tentative d'assassinat de Victor Paz Estenssoro, le précédent président bolivien qui est alors exilé au Pérou. Comme dans bon nombre d'opérations montées par Barbie, celle-ci implique également un ancien comparse nazi, Friedrich Schwendt. Schwendt est un faussaire réputé. C'est l'organisateur de l'opération Bernhardt, au cours de laquelle Hitler tenta de couler l'économie britannique en l'inondant de faux billets de 5 livres. So I knew him as Klaus Altman Hansen. He was introduced as a German from Bolivia. We were New Year, and we were sitting, a larger group, you know, on this long veranda table with Schwendt sitting as the boss on the top side. Altman Hansen was sitting here, his wife was sitting there, and we were talking. During the conversation, I just observed, I said, just to believe how this bastard Hitler, you know, had actually betrayed until the very end, you know, the idealism of the German youth. Barbie suddenly, or Altman Hansen as I knew him, suddenly jumped up, shouted, you know, "Immer der Gegenwart, sagt niemand was gegen den Führer!" And I got up and said, "Heil Hitler!" Like this, we were just laughing. And then I noticed that Schwendt was not laughing. Schwendt just looked at him and he made a sign with his hand, "Sit down, be quiet, don't." And he sat down and said, "Oh, Jesus Christ, he actually means it." Barbie et Schwendt sont au cœur d'un réseau nazi qui s'étend dans toute l'Amérique du Sud, fasciste invétéré. Œuvrant souvent à l'unisson, ils sont spécialisés dans le trafic d'armes et d'informations. Parmi eux se trouve Hans Ulrich Rudel, fameux pilote de l'armée allemande et protecteur de Joseph Mengele, le nazi hollandais Willem Sassen, qui a travaillé avec Adolf Eichmann sur ses mémoires, et Walter Rauf, inventeur des chambres à gaz mobiles et conseiller d'Augusto Pinochet. Tous les membres du groupe ont atteint des positions très influentes dans ces dictatures militaires qui fleurissent en Amérique latine. Ils vendent leur savoir-faire en matière de répression.
Hay un trasfondo ideológico indudable de la influencia nazi, con los métodos de extrema brutalidad con los que se movieron estos grupos de torturadores, asesinos, gente que hizo desaparecer a miles de personas. Sie hatten, zumindest einige von ihnen, arbeiteten für den österreichischen staatlichen Konzern Steyr-Puch. Und sie hatten, obwohl es einige bestreiten, enge Beziehungen zu BND und CIA. Barbie et son esprit d'entreprise est à l'origine d'un autre projet incroyable. Persuader le président Barrientos de créer une compagnie maritime bolivienne d'État, bien que la Bolivie n'ait pas d'accès à la mer. Les Boliviens rêvent d'un accès à l'océan depuis qu'ils l'ont perdu au milieu du 19e siècle. Barbie exploite habilement ce sentiment patriotique et il en résulte une compagnie appelée Transmaritima Boliviana. We have shipping. We have been shipping to Hamburg, to Valparaiso, and the United States, the Gulf, the Mexican Gulf, Houston. I have visited all these ports and what's the name of your firm? Transmaritima Boliviana. Transmaritima Boliviana. This was a business, and I'm sure a lot of people made a lot of money off Transmaritima because you were selling the Bolivian flag, as other countries have done, like Liberia. So you would have ships going all over the world with a Bolivian flag. They could do what they wanted. And it was a great cover for a lot of activities, including arms trafficking. Una comisión oficial viajó a Francia. Klaus, como presidente de la compañía, tuvo que encabezar la comisión. En un interín de esos, Klaus había pensado, pensar que estoy en París, pero dice, en Francia, caramba. Yo voy al Panteón. Compró un ramo de flores muy lindas, muy caras, y fue al Panteón. En la tumba de Jean Moulin puso las flores y se quedó un momento pensando en el pasado. Un rato quedó ahí, se puede decir triste, creo que no era un show tampoco. Mais c'est ce travail de Barbie pour Transmaritima, et particulièrement cette photo prise dans la salle du conseil, qui permet indirectement son identification par les célèbres chasseurs de nazis, Serge et Beat Klarsfeld. Here we have the photo of Klaus Altmann in administration council of Transmaritima Boliviana. We showed that to several people, and we brought the photo to the French police in order to see if that man was that man. So they made the examination and they told us that the man in 1970 is the man in 1943. Il me téléphone, il me dit « Je suis Serge Klarsfeld, je voudrais savoir si Mina et Claudine, ça vous dit quelque chose ?» Je dis « Oui, c'était mes petites sœurs. » Alors il dit il faudrait qu'on se voie parce que Barbie, qui est le responsable de l'arrestation de la maison d'Isieux, est toujours en vie et son dossier est clos. On peut rouvrir le dossier, mais il faudrait qu'on ait des témoins. We asked the French government to ask extradition now to Bolivia, and they asked for the extradition again. I found another mother whose children also had been deported from the same children home. There were 2 girls deported. Elle a demandé à certaines personnes qui ont été directement impliquées ou qui ont eu le contact avec Barbie, mais bon, les personnes n'ont pas désiré partir si loin. Et en fait, ma mère, elle n'était pas réticente, elle a dit s'il faut partir. Elle avait 68 ans à l'époque et elle est partie en Bolivie avec Beat le 20 février 1972. There was never a feeling of,
hate, but more a feeling of justice has to be done, you know. She couldn't stand the fact that he was living in La Paz, free, and she, all her life was broken. The fact that he has lost all her family. Era un hecho inédito que nunca sospechó que iba a ocurrir esto. Conversó conmigo. Dice, qué barbaridad, esta es alemana. Pero esta ha debido ser niña cuando la Segunda Guerra Mundial. O sea que no sabe, no conoce la historia, no conoce los hechos y las circunstancias que precipitaron a la guerra. Pendant presque les 3 semaines, c'était la une de tous les journaux en Bolivie. Et le dernier jour, pour marquer leur mécontentement, puisqu'ils n'ont pas pu voir Barbie, elles se sont enchaînées sur un banc devant les bureaux de Barbie, voilà. Après, elles sont rentrées parce qu'elles étaient expulsées, on ne leur avait pas autorisé à rester plus longtemps. Madame Allenbrenner, c'était la première fois que vous preniez l'avion, je crois. Oui, monsieur, je suis dessus à 68 ans pour faire un voyage comme ça. Et puis, le gouvernement qui avec Barbie, j'étais partie pour la justice. Et nous avons été la seule télévision qui soit partie rejoindre Beat Klarsfeld. Elle a été expulsée, nous sommes restés, et puis au bout de 8 jours, finalement, nous avons pu interviewer Klaus Altmann au ministère de l'Intérieur. Alors maintenant, je montre les photographies de Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre. Je les présente à Monsieur Altmann pour voir s'il les reconnaît. Haben Sie diese Bilder gesehen? Ja, die habe ich gesehen, die sind in der Zeitung veröffentlicht worden. Ich habe auch die anderen Bilder gesehen. Ich selbst finde keine, das sind Bilder von einem jungen Mann. Ich finde an sich keine Ähnlichkeit. Ich finde eine kleine Ähnlichkeit kann sein, natürlich. Je présente Klaus Altmann, la photo de Jean Moulin. Je lui ai demandé s'il le reconnaît. Nein, ich glaube, im Paris Match ist mal etwas über ihn veröffentlicht worden. Und da ist wohl das Bild. À un moment donné, alors qu'on n'avait pas du tout parlé en français, j'ai dit, mais alors, n'êtes-vous jamais allé à Lyon? Et aller dire, n'êtes-vous jamais allé à Lyon à quelqu'un qui ne parle pas le français, il ne comprendra rien. N'êtes-vous jamais allé à Lyon? Ich bin nicht in Lyon gewesen, also Sie wissen, man ist versetzt worden bis Marseille oder bis Toulon, aber... Las evidencias lo ponen contra la pared y tiene que admitir que él es Klaus Barbie. Entonces, lo que hace el gobierno de Banzer es detenerlo por unos días. Hacen un trámite ante la Corte Suprema para determinar qué hacer con él. General Banzer, pero una vez cuando estaba de jefe de seguridad, primero vino la esposa de Klaus a visitarme al Palacio de Gobierno, porque Klaus había estado en San Pedro, era interesada en que salga de allá. Yo era un intermediario y me dijo Banzer que vaya a ver qué es lo que pasaba con él, y fui a visitarlo a la cárcel a él. Y estábamos en problemas políticos siempre, manifestaciones, muertes. Entonces yo le dije, ¿cómo está usted aquí? Y me dice, yo no sé por qué están preocupados, esas son las palabras de él. Me dijo, ¿no están preocupados ustedes por 2, 3 muertos? No es gran cosa contra las cosas que yo he tenido, por ejemplo, me dijo. En ese tiempo no había ningún asomo de funcionamiento democrático del país. El poder judicial era directamente nombrado por el presidente dictatorialmente. Entonces esa Corte Suprema lo libera de toda responsabilidad y de toda culpa y dice que entonces él sale muy campante, legalizado además, ya no como Klaus Altmann, sino como Klaus Barbie. Varios prisioneros políticos de la época lo vieron circulando por las oficinas del Ministerio de Gobierno, por el panóptico, por los centros de represión, etc.
He's an entrepreneur of terrorism. He's an entrepreneur of a particular form of what was called anti-communist violence. Now, you need to understand that the anti-communist violence, for the most part, particularly in South America, was not directed at communists. It was directed at school teachers. It was directed at labor officials, at some vague leftist point of view. That was the communist in the Barbie worldview. Mi historia política era a través de que era dirigente sindical más que política. Y vino el golpe de Banzer, el 71. Yo asistí a la Asamblea del Pueblo y nos detuvieron a toda la gente que estuvimos en la Asamblea del Pueblo. Me trajeron aquí al Ministerio del Interior y ahí he estado 48 horas sobre el hielo. Sobre el hielo. Era más o menos las 12 de la noche y sentí un golpe en la puerta del dormitorio. La puerta se abrió de golpe y vi una silueta de hombre con una ametralladora que decía, levántese. Entramos al vehículo que estaba esperando afuera. Ahí estaba ya en otro vehículo Benavides. Yo era el recepcionista de todos los detenidos políticos, del MNR, del MIR, de los comunistas, de los extremistas, de los de derecha. Y empezaron ya ahí igualmente los golpes. Me cogieron por los cabellos. Yo no sé, he debido recibir unos 1000 golpes. Después tenía la cabeza totalmente deformada, no se veía mi nariz ni los ojos, nada. Ahí me patearon de la columna. Ahora tengo mi columna. Mi columna. ¿Qué tipo de torturas o técnicas utilizaron? Bueno, la picana eléctrica, los palos, el submarino que llamaban, que los metían, creo, a una tina de agua. Todas esas cosas. Desaparecieron todos los agentes y me quedé sola. No había nadie. Y cuando volvían, entonces decía, ¿cómo te ha dicho que debemos golpear? Y quien estaba ahí era Barbie. El mejor asesor que ha tenido el ejército en toda esa época ha sido Klaus. Eso con seguridad. Muchos libros ustedes han de encontrar que se habla mucho de que él inclusive era el interrogador personal, completamente falso. A ver si me parece que era este. Este me parece que me hizo sentar en el hielo. Y cuando me sacaron de ahí, este señor es el que me dijo, si se mete una vez más, usted va a morir. Él trataba de dar ejemplos. Y recordaba, por decir una X circunstancia, se actuó así en la guerra. O los funcionarios tales y cuales actuaron con estas medidas. Así se debería actuar acá para que este país salga adelante. My dad
darkness bright, when like a star you shine on me. Then my heart I do, your life divine bids me hope and you, that dreams of mine may perhaps come true, and I shall hear your whisper, I love you. I was trying to find Klaus Barbie. I was working as a freelancer with the New York Times. And after several hours of showing his photo around, we were able to locate his house. And I'm pretty sure it was this house here. And so we knocked insistently on the door, and I saw Barbie on one of the windows over there. And we shouted, hoping that he would open the door and we could talk to him. And about 15, 20 minutes later, a van showed up, and the van parked right over here. And it was an unmarked van, and 5 or 6 well-armed paramilitaries showed up with machine guns and very aggressively told us to get into the van. And obviously we were very, very concerned. And we were taken to the 7th Regiment in Cochabamba, military regiment, that was then headed by General Bildoso, who later on would become president of Bolivia. And we were interrogated there for several hours, and their biggest concern of the interrogators was, how did we find out where Klaus Barbie lived? During the interrogation, they said that if we did not tell them who was our source, they would pull our fingernails out. So they were pretty aggressive. Él era declarado, diríamos así, enemigo mío por las circunstancias de la vida, ¿no? Que él pensaba que era judío. Y bueno, él se interponía en todo, me amenazó a mí a hacerme desaparecer de Bolivia, claro. He tenido muchos roces con Klaus. Muchos roces. Muchos. ¿Roces agresivos? Agresivos, terriblemente. En el estadio de un partido de fútbol también, cuando él me ofreció hacerme arrestar inmediatamente. Y todas esas cosas, ¿no? Por su influencia. Limamos las asperezas porque él se dio cuenta que realmente no era yo judío, sino era boliviano. Y al conocer esta realidad, bueno, él se disculpó por todas las actitudes que tenía contra mi persona y pidió disculpas y realmente me ofreció su amistad. Tal es así que desde esa época el hombre era muy amable conmigo, muy cordial, y las relaciones en ese marco de cordialidad, ¿no? Au cours des années 70, Barbie devient de plus en plus actif politiquement. Comme le montre cette carte de visite avec sa signature, il est président de la branche bolivienne des BUNS, l'Union mondiale des nationales-socialistes. Les apprentis nazis du monde entier viennent en masse lui demander conseils et formation. Lorsque la Bolivie connaît une brève période démocratique à la fin des années 70, Barbie et un groupe d'officiers d'extrême droite, regroupés autour du général Luis Arce Gomez, décident de fomenter un nouveau coup d'État. Cette fois, il est financé par l'homme le plus riche de Bolivie, trafiquant de cocaïne, Roberto Suarez. Le plan est d'instituer un véritable régime national-socialiste, un 4e Reich dans les Andes, avec Barbie comme leader idéologique. Barbie a été nommé secrètement lieutenant-colonel et a commencé à utiliser ses contacts d'extrême droite en Europe pour recruter des soi-disant conseillers et des paramilitaires pour le putsch. Trataban de implantar un sistema, digamos, de control, no solamente de la población, sino también especialmente de los componentes de las Fuerzas Armadas. Er hat gesucht nach Nationalsozialisten, ideologischen Nationalsozialisten, die bereit waren, als paramilitärische Einheit an dem Putsch teilzunehmen. Also Barbie wollte diesen Putsch nicht den Bolivianern überlassen, weil er sagte, das gibt immer nur Chaos und keiner weiß, was dabei rauskommt. Deswegen war der Putsch international organisiert. Existía un grupo de supuestos paramilitares. Supuestos digo porque estaban integrados por alguna gente que era afín al gobierno, que los calificaban como paramilitares. Ellos mismos se autonombraron los novios de la muerte. Das war
Vor dem Putsch war ich schon autorisiert, Waffen zu tragen. Das ist der Waffenschein. Das ist mein Agentausweis vom Republik de Bolivia, Servicio de Inteligencia, mit Joaquim Fibelcon, agente especial. Y ellos se concentraban en una casa ubicada un poco al margen del centro de la ciudad, donde invitaban de vez en cuando a algunos amigos. A mí me invitaron una vez para conocer el salón de exposiciones, donde habían estandartes, banderas, insignias, emblemas, adornos de águilas. Das war ja mein Privathobby auch, diese Sammlerei. Und es gab Räume, die waren so dekoriert. Das sah aus wie ein kleines Museum. Das stimmt schon. Barbie estaba constantemente reunido con ellos, ¿no? Eran amigos de ellos, eran los del equipo de ellos. Era el equipo de inteligencia de apoyo fundamentalmente a Arce Gómez. Tenían características de ser hombres muy adiestrados, muy conocedores de terrorismo, de manejo de inteligencia y de manejo de torturas. Die Amerikaner wussten schon, dass am 17. Juli der Putsch. Und hier bin ich und das. Und hier kommen wir aus dem Ministerium de Interior raus, also aus dem Innenministerium. Hatten wir irgendwelche Instruktionen da, wie wir uns zu verhalten hatten und so weiter. Das amerikanische Interesse, eine feste antikommunistische Aktie von Bolivien bis nach Chile zu schaffen. Wobei sicherlich die Amerikaner nicht ernst genommen haben können eigentlich, was die Barbie-Leute wollten, nämlich einen nationalsozialistischen Staat zu machen. Aber sie haben es offenbar hingenommen. Also er hat unter anderem einen Panzerdeal mit Steyr-Puch, Panzer für die bolivianische Armee. Und die letzte Dings, das waren 16, 17, 18, ich kann die heute Zahl nicht mehr sagen, waren für damalige Zeit diese österreichischen Kürassierpanzer, hießen die. Hatte nicht mal Chile solche moderne Panzerfahrzeuge wie Bolivien. Pseudosindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Die Amerikaner dachten, wenn jetzt diese Militärregierung dran ist, dann wird diese Drogengeschichte mehr unter Kontrolle kommen. Oder die ist zwar unter Kontrolle gekommen, aber vom Militär. Ja, und die haben das im Prinzip so weitergemacht wie die Drogenbarone, nur dass die sich das selber dann gemacht haben. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia. Source of 80% of the cocaine on this earth. It's impossible to pinpoint exactly how much money he and his countrymen make from the drug trade. The best guess is that it's around $1 billion a year. I think Arce Gomez has got some real problems, Mike. He's in the big league of transporting cocaine all over the world, certainly to the United States. Well, what you're saying is that the government, they are all accomplices in a cocaine smuggling scheme. Nosotros no podemos estar con la... We cannot be involved in the drug trafficking business for one reason. We are upright people. That is why we can speak with a clear, strong voice on this point. We hold the truth in our hands. Le 4e Reich de Barbie dans les Andes ne fait pas long feu. Avec l'explosion du trafic de cocaïne, les Américains retirent leur soutien. 18 mois après, le régime s'effondre
laissant la place à un nouveau gouvernement démocratique. Les groupes paramilitaires et les conseillers étrangers fuient le pays. Seul Barbie n'a nulle part où aller, à moins qu'il n'ait perdu l'envie de fuir. En l'espace d'un an, 2 drames familiaux l'ont frappé, la mort de son unique fils dans un accident de deltaplane, puis celle de sa femme, emportée par un cancer. He did not really have security. You know, they described Álvaro de Castro as a bodyguard. I think he was a very good friend, an advisor. He worked with him on several of the deals. But he wasn't really there as a bodyguard, and he really didn't need it. He walked the streets freely. And if somebody really wanted to go after him or something, they knew where to find him. Klaus Barbie, known as the Butcher of Lyon, was seized in downtown La Paz, Bolivia, where he had been living since 1957. Le nouveau gouvernement de gauche décide qu'il est temps de neutraliser Barbie une fois pour toutes. Il est emprisonné pour la seconde fois a San Pedro. Pero esa es una barbaridad. No he tenido en absoluto nada, ni físicamente ni políticamente, con los paramilitares, ¿no? Porque los 30 años que yo vivo, 31 años, siempre me dediqué, traté de no mezclarme o introducirme en la política boliviana, ¿no? Lo llamé al embajador alemán, el embajador alemán no quiso recoger. Lo llamé al embajador francés, el embajador francés me dijo que tendría que consultar. Después tuve que llamarlo a Debré para que hable con su presidente, el señor Mitterrand, y le diga que esta era la situación, que yo lo iba a sacar de la cárcel y lo iba a botar del país, pero que quería que se vaya a Francia. Y me dijo, pero dame un tiempo. Le dije, ¿cómo no te doy una hora? Mitterrand arrive au pouvoir. Qui prend-il notamment comme conseiller à l'Élysée? Régis Debray. Et Régis Debray avait promis que Klaus Barbie ne resterait pas en Bolivie. Et c'est lui, avec Serge Klarsfeld, qui a mis en œuvre, si vous voulez, non pas l'extradition, puisqu'il ne s'agit plus d'extradition, mais cet achat de Klaus Barbie, qui a été donc, mettons, échangé avec quelques faveurs, et que sais-je, peut-être même quelques armes. Mi temor era que los militares suban al alto al noticiarse y que los rescaten. Menos mal no hicieron eso, porque si había una interrupción, querer liberarlo lo habríamos matado. Habíamos 6 personas como pasajeros de ese. Había un carguero que no tenía un solo asiento. Y bueno, cuando ni bien partimos, la preocupación de Barbie era, porque a él no le habían dicho que iba a Francia, ¿no? Le dieron a entender que podía estar yendo a Alemania. Entonces él intentaba mostrar una tranquilidad aparente, decía, finalmente vuelvo a mi país, ¿no? No va a pasar nada. Y me decía, ¿cuánto puede costar en Alemania una maquinilla de afeitar? Porque no me han dejado traer nada. Quería que de cualquier forma yo le confirmase que iba a Alemania. Él tenía dudas probablemente, pero asumía esa actitud, un poco soberbia además, ¿no? Finalement, il a atterri en Guyane, en territoire français. Et là, c'est étonnant parce que les pilotes du C-130 bolivien ne voulaient pas ouvrir au procureur de la République et au préfet qui était là, ou au sous-préfet, s'ils ne donnaient pas aussi un petit peu d'argent. Cuando llegamos a Cayena, los pilotos que estaban en esa actitud tan especial apagaron todas las luces, absolutamente a oscuras. Et c'était un dimanche, et les autorités françaises se sont arrangées pour aller trouver des dollars, je ne sais pas où, et pas une petite somme. Ils ont donné à travers le hublot du pilote les dollars, et à ce moment-là, ils ont accepté d'ouvrir la porte. Tuvimos que salir del avión a tientas. Y cuando se abrió la portezuela, lo primero que se oyó eran palabras en francés. Entonces, probablemente en ese momento, Barbie se dio cuenta que estaba llegando a territorio francés. Barbie lo habían llevado a un hangar dentro del aeropuerto
y un juez le leyó una acusación. La reacción de Barbie en el momento en que le leyeron la acusación fue una reacción muy impactante. Barbie habría lagrimeado, ¿no? Empezó a clarear el día. Fuimos introducidos al avión francés. Quizás lo más sobresaliente es el cambio de situación, el cambio de actitud, el desmoronamiento de la personalidad de Klaus Barbie ya en la segunda etapa del vuelo desde Cayena a Francia. Klaus Barbie, estamos en la segunda etapa de este viaje sin retorno para él y vamos a intentar un nuevo diálogo. ¿Usted sabe cuáles son las acusaciones que pesan contra usted en Francia? No, yo he leído, me han leído un poco, ¿no? Es decir, me han leído, pero son tantos que yo no los puedo repetir en este momento. ¿Usted cree que Francia, Europa, el mundo deben olvidarse de sus crímenes? Sí, absolutamente, porque se han producido tantos crímenes nuevos. Más de 100 guerras después de la Segunda Guerra Mundial y todos los recientes crímenes que están a conocimiento público. Pero sin embargo usted sabe que los pueblos de Europa y particularmente Francia no han olvidado. Yo olvidé, ¿no? Si ellos no han olvidado es otro asunto. I, that time, was Minister of Justice, and I remember calling up the director of the penitentiary administration, telling him when Barbie will arrive in Lyon, put him in Fort Montluc, because during the war, that's where his victims were, that's where he tortures them. Quel sentiment avez-vous éprouvé à l'annonce de l'arrivée de Klaus Barbie en France? Un sentiment d'apaisement. Un sentiment de bonheur, presque, je dirais. Quelle peine, quel châtiment souhaitez-vous pour Klaus Barbie? Écoutez, je voudrais qu'il soit fusillé ou pendu au écourt, mais comme ça n'est pas possible en France, je souhaite qu'il soit condamné à vie. Par une formidable ironie du sort, celui qui accepte de défendre Barbie est un communiste maoïste d'origine vietnamienne, Jacques Vergès. Iconoclaste, aimant la controverse, Vergès démonte avec délectation la suffisance morale des convictions de ses adversaires. Il démontre habilement que ce procès, à l'image de la vie de Barbie après-guerre, n'était qu'un ramassis d'hypocrisie, de morale ambiguë et d'opportunisme de la part de la France et de ses alliés. Vous savez, ce procès a été organisé par M. Mitterrand. M. Mitterrand a été un fonctionnaire de Pétain. M. Mitterrand a été proche des anciens cagoulards, c'est-à-dire des conspirateurs d'extrême droite. Et c'est l'un d'entre eux qui a été son parrain quand il a été décoré de la Francisque. On conçoit que pour M. Mitterrand, il fallait un tel procès pour se dédouaner. Alors que près de 800 journalistes venus de 27 pays différents affluent actuellement vers Lyon, une certaine tension inquiète les responsables du maintien de l'ordre qui envisagent de faire appel à des renforts de police. Je trouve tout simplement que le procès Barbie ne devrait pas exister, ne devrait pas avoir lieu, tout simplement parce que c'est un homme qui a obéi pendant la guerre à ses supérieurs. Voilà. La notion de crime contre l'humanité, pour vous, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas de crime de l'humanité. Les crimes contre l'humanité, ça n'existe pas? Pour moi, il n'y en a pas. La déportation des Juifs, par exemple, vous rangez ça dans quelle catégorie? La déportation des Juifs? Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoutez, je ne vous pense pas innocent. Je ne pense pas non plus que vous soyez le monstre que l'on décrit.
Vous êtes un personnage tragique de notre temps. Je ne vous vois ni meilleur, ni pire non plus qu'un officier américain au Vietnam, bombardant au napalm des populations civiles. Je ne vois pas de différence entre vous et un officier russe à Kaboul et certains officiers français à Alger. Barbie m'a fait brûler les jambes, monsieur. Vous vous rendez compte pourquoi il m'a fait brûler mes jambes? Pourquoi il m'a envoyé? Combien de fois qu'il m'a torturé? Combien de fois qu'il m'a torturé? C'est lui qui, le premier, m'a flanqué cette paire de gifles. C'est lui qui m'a interrogé. C'est lui qui m'a envoyé en déportation. Que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Comme n'importe quel Français habitant de ce pays, nous savons très bien que le sort des enfants juifs était en effet une question sur laquelle le pouvoir politique en France était intéressé, puisque, et vous le savez, mesdames, messieurs les jurés, la proposition de déporter les enfants juifs est une proposition française. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Un Allemand m'a dit, c'est ton père? J'ai dit oui. Il m'a dit, va l'embrasser. Il a fait signe à mon père de venir. Et au moment où il allait m'embrasser, non merci monsieur, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. J'étais un homme, comme il vit encore, un homme comme ça. Tribunal français, n'oubliez pas non plus que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française, au nom de l'humanité, au nom de la loi. Acquitté sans plus tarder Klaus Barbie, victime expiatrice par trop commode d'un bataillon de la vengeance qui n'est pas l'armée des victimes innombrables et fraternelles. La pauvre, l'immense armée sans visage et sans nom, et qui recrute toujours, encore et aujourd'hui, et toujours, et sans relâche. Dans quelques instants, la Cour et les jurés vont se retirer pour délibérer. Je vous pose donc la question. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, Monsieur le Président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Ainsi. Les débats sont terminés. Bien.
Accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. I don't see my father as a butcher. I've seen him as a very kind, very sweet father, very tender. And for me, all those accusations and defamations are still a war consequence. Maybe I'm feeling like in the war again. For us, the war hasn't finished. La Cour et le jury condamnent à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience criminelle est levée. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. You could look at Iraq as a good example. You could look at Afghanistan, how to fight the Russians, we used the most extreme fundamentalist Islamic groups. We were never really willing to use people who were just simply Democrats. If the ends justify the means, and if you're willing to use Nazi war criminals, then where do you draw the line ever? Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors que, à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, Baldur von Schirach, Gauleiter d'Autriche, n'ont pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. States and governments do hire people to do horrible things, torture, interrogation, sometimes murder, and they hire them on the basis that they can be denied or dropped. I didn't feel pity for Barbie. I felt a disgust with the established world, the world of states and governments. Barbie was entitled to say, you all needed me, and yet now here I am in this court alone. There's a hypocrisy here, and I felt that.